Frankreich-Block ist im Institut Français in Stuttgart. Neben mir sitzt Jean-Paul Willem. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et ou la section des sciences religieuses. Jusqu'en 1992, vous avez enseigné la sociologie des religions à la faculté de la théologie protestante de l'Université de Strasbourg. C'est correct, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ensuite, on vous a confié la direction d'études Histoire, sociologie du protestantisme. Et vos recherches portent essentiellement sur la sociologie du protestantisme, le rapport entre école et religion, l'intégration européenne et les relations État-religion et aussi sur les laïcités. Pour commencer, je voudrais vous demander comment la laïcité détermine en France la religion entre l'État et la religion. La laïcité est une valeur très prisée en France. La République française est laïque. Ça signifie une séparation des églises et de l'État et une laïcité scolaire. Autrement dit, à l'école, c'est un enseignement qui s'adresse à tous les élèves, quelle que soit leur religion ou leur non-religion, même si, après le rapport du philosophe Régis Debray, en 2002, sur l'enseignement du fait religieux à l'école publique laïque, l'école publique laïque a estimé qu'il était nécessaire de parler des religions à l'école pour pratiquer ce que Régis Debray a qualifié d'une laïcité d'intelligence. Il ne s'agit pas d'introduire le catéchisme à l'école, il s'agit de prendre en compte les phénomènes religieux comme des faits sociaux et culturels qu'il est important de connaître et de comprendre pour comprendre notre histoire, comprendre notre culture, comprendre nos arts, comprendre nos lettres et comprendre aussi l'actualité internationale. Et donc, si à un moment l'école laïque a pu pratiquer une laïcité plutôt d'abstention par rapport à la prise en compte du fait religieux, aujourd'hui avec cet encouragement, cette promotion de l'enseignement des faits religieux à l'école publique, qui d'ailleurs a été réactivé par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, après les actes terroristes en France, on a estimé qu'il fallait renforcer l'enseignement moral et civique à l'école et renforcer également l'enseignement des faits religieux à l'école publique laïque. J'oserais dire que les phénomènes religieux sont des phénomènes trop importants pour qu'on en laisse l'unique présentation aux insiders, aux religieux eux-mêmes. Il est important que des professeurs formés à cet effet puissent aborder de la façon la plus objective possible les phénomènes religieux dans l'histoire, dans les différentes sociétés. C'est une contribution de l'école publique à l'éducation citoyenne et à l'éducation dans les sociétés pluralistes. Et il devient de plus en plus important de comprendre également la portée culturelle et sociale des phénomènes religieux. Qu'est-ce que, par exemple, un professeur de français en Allemagne devrait savoir aujourd'hui sur la laïcité ou quels éléments devrait-il apprendre à ses élèves pour qu'ils comprennent la différence entre l'Allemagne et la France? Mais déjà, la tâche des professeurs, c'est de ne pas tomber dans les caricatures ou les stéréotypes qu'on véhicule autour de la laïcité. Là, il faut connaître un petit peu l'histoire politique et religieuse de la France. Il y a eu un conflit des deux France. Et donc, il y a eu un aspect conflictuel et une dimension anticléricale de la laïcité, mais bien se rappeler que la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, c'est d'abord une loi de liberté de conscience, de liberté d'exercice du culte, dans le cadre d'une république qui ne subventionne aucune croyance, qui ne subventionne aucun culte, mais qui laisse les uns et les autres faire leur choix convictionnel, religieux ou non religieux. Et donc, la laïcité, ce n'est pas l'athéisme d'État, ce n'est pas l'irreligion d'État, c'est la neutralité de l'État, des institutions publiques, des autorités publiques, des agents publics, comme les professeurs dans les écoles, par rapport aux options religieuses ou non religieuses des uns et des autres. Et cette notion de liberté est très importante. Et bien entendu, comme toute liberté, il y a quelques limites. Respect de l'ordre public et également respect des valeurs même de la République, liberté, égalité, fraternité, et notamment aujourd'hui une insistance particulière de la laïcité sur l'égalité homme-femme. On ne peut pas prétendre, même en se référant à sa tradition religieuse, remettre en cause l'égalité homme-femme ou prétendre au nom de sa foi religieuse qu'on ne veut pas suivre un cours d'éducation physique, on ne veut pas suivre un cours d'éducation musicale. Autrement dit, les programmes de l'école publique laïque s'adressent à tous les élèves, quelle que soit leur religion ou leur non-religion, et il est important que les professeurs puissent se faire reconnaître dans leurs compétences, y compris pour aborder les dimensions religieuses des cultures, de l'histoire de chaque pays. Alors,
Dans les relations franco-allemandes, je dirais c'est peut-être particulièrement important que les professeurs en Allemagne connaissent bien les aspects historiques et les aspects juridiques pour bien expliquer que la laïcité en France, malgré quelquefois quelques fausses interprétations qui en sont données, ce n'est pas une laïcité ennemie de la religion, mais c'est une laïcité qui veille à ce que les institutions publiques soient protégées de toute pression religieuse, et parmi lesquelles on a eu le problème des dérives sectaires, quand un groupe religieux par contrôle collectif, par exploitation financière, exerce un pouvoir trop élevé sur les libertés individuelles. Il est du devoir des autorités publiques de veiller à ce que personne ne soit sous l'emprise d'un groupe religieux qui contreviendrait au respect des libertés publiques. Et donc, il y a eu une préoccupation par rapport au mouvement sectaire. Il y a aussi des préoccupations par rapport à certaines expressions fanatique de l'islam, dès lors où, à travers une tradition religieuse, on remettrait en cause les valeurs des démocraties pluralistes, les valeurs de liberté, d'égalité, fraternité, ça pose un problème. Et respecter les choix religieux, ce n'est pas respecter, par exemple, des discours de haine dans tel ou tel édifice du culte, ou des discours diabolisants. La société démocratique pluraliste, l'école publique participe aussi à l'éducation, à la citoyenneté démocratique qui implique le respect du pluralisme, de la pluralité des convictions et le fait que l'État n'a pas à être porteur d'une conception particulière, il doit veiller au respect du pluralisme des uns et des autres tout en veillant à la transmission d'un certain nombre de valeurs communes et l'enseignement à travers même l'objectivité de l'approche par exemple, prêtant attention au fait que les religions ont une histoire, que par rapport à une approche substantielle du phénomène religieux qui dirait, par exemple, l'islam c'est ceci, c'est cela, etc. Il y a des islams, ça a traversé les siècles, ça a traversé différentes cultures, donc considérer le phénomène religieux comme un phénomène historique, historiciser l'approche, ne pas faire d'anachronisme, et veiller, prendre en compte les différentes expressions et le fait que les traditions religieuses sont des traditions religieuses vivantes, qu'il y a du travail de réinterprétation, il y a des interactions avec les sociétés, les différentes cultures, et que, autrement dit, c'est développer des approches citoyennes et documentées du phénomène religieux. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de religion qu'il faut pratiquer l'ignorance ou dire n'importe quoi. Il y a des faits historiques, il y a des textes, il y a des histoires d'interprétation, de réception des textes, montrer que les phénomènes religieux sont des phénomènes vivants, qu'il y a de la réinterprétation, il y a des interactions avec leur environnement, et donc c'est nécessaire d'avoir cette approche informée et avec la vigilance critique de l'approche historique sur ces phénomènes comme sur d'autres phénomènes. Permettez-moi encore une question. Est-ce qu'on pourrait dire que la laïcité assure aussi un respect envers les religions à part égale, d'une manière neutre ou objective? On peut dire cela? Alors, c'est le défi de la laïcité. Elle doit effectivement être neutre par rapport aux différentes traditions religieuses, mais il y a eu des conflits entre l'instauration de la République laïque et l'instauration de la société démocratique par rapport à un catholicisme intransigeant, et il y a eu une sorte de Kulturkampf, comme vous dites en Allemagne, dans le rapport entre la République et l'Église catholique de l'époque. Et donc, c'est vrai que il peut ne pas être évident pour certaines traditions religieuses qui n'ont pas encore développé un travail suffisamment critique de relecture de leur histoire et de liberté interprétative. Le fait de s'inscrire dans l'ordre de la République avec ses valeurs peut être plus difficile pour une tradition que pour une autre. Il faut laisser du temps au temps. Et ça aboutit à un paradoxe. La République laïque en France se préoccupe de la formation des cadres du culte musulman. Et c'est significatif parce que il est important que que l'islam s'insère dans la société française et dans la République française, qu'il y ait des cadres du culte qui soient bien formés et qui puissent avoir conscience de ce que c'est que d'exercer une responsabilité religieuse dans une société sécularisée et pluraliste et dans une république laïque. Et donc des éléments de formation en histoire, des éléments de formation en droit, des éléments de formation en culture française sont nécessaires pour exercer la responsabilité du culte musulman comme d'autres cultes. En 1996, je crois, vous avez donné un article
avec le titre pour une sociologie transnationale de la laïcité dans l'ultramodernité contemporaine. Et je voudrais vous demander une précision de ces deux notions. D'abord, une sociologie transnationale, et ensuite, qu'est-ce que vous comprenez par l'ultramodernité, un concept que je pense que vous avez forgé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, une approche transnationale. J'ai toujours tenu à faire du comparatisme européen, en particulier du comparatisme franco-allemand. Car la laïcité, c'est bien sûr, on peut dire à certains égards une spécificité française, mais d'un autre côté, c'est en fonction de l'histoire politique et religieuse de la France, c'est la façon dont la France a réglé la question du rapport de l'État et des cultes. Ça ne s'est pas fait en un jour, et il y a eu ce passage essentiel de la laïcisation scolaire en 1882 et la séparation des églises et de l'État en 1905. Mais l'Allemagne a eu une autre approche, puisque la date cardinale de l'histoire en France, c'est la Révolution française. Et donc, avec la constitution civile du clergé, il y a un clivage qui s'est opéré entre les prêtres jureurs, les prêtres non-jureurs. Et donc, ça a développé ce qu'on a appelé la guerre des deux France. Et donc, l'approche des relations Église-État en France a été très marquée par cet épisode de la guerre des deux France. Et donc, ça a pu nourrir une neutralité quelque peu méfiante vis-à-vis du phénomène religieux. Et en France, ça s'est construit par l'histoire. Et en fin de compte, une plus grande méfiance, attention, vigilance par rapport au pouvoir que les religions pourraient prendre sur les institutions publiques, pourraient prendre en s'imposant aux esprits, au-delà même de la liberté de conscience et de pratique des uns et des autres. L'Allemagne a eu une expérience historique tout à fait différente. D'une part, ce qui est cardinal pour l'histoire allemande, c'est en fin de compte la Réformation, et donc le fait qu'il y a eu une version catholique et une version protestante du christianisme, et que l'Allemagne a dû aménager la présence des cultes catholiques et protestants avec différentes étapes, la paix d'Augsbourg, les traités de Westphalie, etc., le cuius regio, ius religio, avec territorialisation des appartenances religieuses. Et puis ensuite, dans la période plus contemporaine, l'Allemagne, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et du drame du nazisme et de la Shoah, les églises ont été au rendez-vous de la démocratisation de l'Allemagne après 1945, et les églises ont été aussi au rendez-vous de la démocratisation suite à la chute du mur de Berlin. Donc, l'Allemagne a un peu une autre expérience historique des relations Église-État, et je me souviens d'une phrase du chancelier Helmut Schmidt qui a dit: moi, je gère l'entreprise Allemagne pour les questions de sens. Il y a des institutions spécialisées pour cela. Et il pensait aux églises. Alors évidemment, là, il y a une différence importante par rapport à l'État français. La République française, je dirais, a plus d'ambition philosophique que l'État allemand, au sens où la République française, les idéaux de la République sont portés par une perspective d'émancipation, de liberté, d'éducation, et qui insiste plus sur la perspective de progression, de progrès, dans l'éducation des uns et des autres, ce qui peut quelquefois pousser les républicains les plus intransigeants à vouloir, en fin de compte, éduquer à la liberté en prenant des mesures quelque peu autoritaires pour imposer la liberté, ce qui est toujours un paradoxe. Et cette ultramodernité, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ultramodernité, d'une part, c'est une façon de dire... Je sais que c'est difficile en deux mots, vous avez écrit tout le livre. Non, tout à fait, mais c'est d'abord une façon de dire que je ne me place pas dans les théories de la postmodernité. Autrement dit, nous ne sommes pas sortis de la modernité avec son principe essentiel de réflexivité, de retour critique sur ses affirmations, ses propres croyances, le travail permanent de critique, de mise en doute, de questionnement, qui est une des dimensions très importantes de la modernité occidentale. Ensuite, si j'ai parlé d'ultramodernité, j'emploie le terme d'ultra parce que ça me semble, et là je suis dans la ligne de l'anthropologue britannique Anthony Giddens, dans le sens d'une radicalisation de la modernité. Autrement dit, l'ultramodernité, c'est un nouveau régime toujours de modernité, mais qui véhicule à la fois le changement plus les incertitudes de notre époque, alors que la modernité, la première modernité, c'était les changements plus les certitudes modernistes. L'ultramodernité, c'est le temps de la modernité où la modernité elle-même
est devenu critique par rapport à tous ces enchantements, en particulier l'enchantement du politique. Il y a eu des espérances séculières, ou comme l'a appelé Raymond Aron, de véritables religions séculières, notamment durant la période des 30 Glorieuses après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu de très très grandes espérances séculières dans le progrès économique, l'extension démographique, la croissance des sciences et des techniques, et les utopies aussi de reformation sociale, voire au niveau politique, beaucoup de croyances aux politiques. Et aujourd'hui, l'ultramodernité, c'est aussi le désenchantement des espérances séculières. Autrement dit, les sécularisateurs sont eux-mêmes sécularisés. Et donc, c'est la radicalisation de la dimension réflexive de la modernité qui devient critique de ses propres enchantements et qui questionne, avec sa logique de doute, qui voit aussi les limites de l'extension des sciences et des techniques, qui voit les limites avec toute la préoccupation écologique et climatique, les limites de la croissance sans continue, sans borne, toute la problématique du développement durable, qui voit aussi les limites de ce que peut faire le politique, qui est impuissant fondamentalement à faire le bonheur de l'homme, mais qui peut améliorer les choses dans une série de contraintes. Autrement dit, ça désenchante le politique, ça désenchante la science. Alors ça nourrit des logiques d'incertitude, car l'ultramodernité, c'est aussi le temps de la modernité où arrivent à l'agenda politique des questions, par exemple, sur l'eugénisme ou l'euthanasie, qui amènent à bien préciser qu'est-ce que l'humain de l'homme, en fin de compte. Et donc, il y a des défis des biotechnologies, à la fois concernant le début de la vie et la fin de la vie, qui viennent apportent au débat public, à la décision politique. Jules Ferry disait « on ne vote pas Dieu en assemblée ». Et évidemment, il avait bien raison, on ne vote pas Dieu en assemblée. Mais je dirais, dans le temps de l'ultramodernité, on pourrait voter l'homme en assemblée, c'est-à-dire une conception de l'humanité de l'homme. Et donc, l'ultramodernité, c'est aussi une pluralisation plus forte que simplement des différences d'options métaphysiques ou convictionnelles sur l'existence de Dieu ou la vie après la mort. C'est aussi des questionnements plus fondamentaux sur qu'est-ce qui différencie l'être humain de l'animal, par exemple, comme autre être vivant. Il y en a qui relativisent fortement la différence entre l'être humain et l'animal. Qu'est-ce que c'est que la différence de genre entre les hommes et les femmes ? Certains la remettent en cause de façon radicale, comme on sait que ce sont des constructions sociales, mais pour autant, est-ce qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme? Donc, il y a des questionnements anthropologiques fondamentaux, renforcés par les phénomènes de migration, qui font que les sociétés occidentales européennes sont de plus en plus pluriculturelles, avec des personnes qui sont porteuses d'anthropologies différentes. Et donc, c'est un pluralisme anthropologique et axiologique beaucoup plus profond que le pluralisme que la première modernité a connu. Une de vos dernières publications porte sur l'Europe et les religions. Quelle régulation pour le nouveau mouvement religieux et les diverses sectaires dans l'Union européenne? C'est 2011. Quelles dérives observez-vous aujourd'hui en Europe? Cette question, y a-t-il en fin de compte une européanisation dans la régulation politique des religions en Europe? C'est une question très, très vaste et très intéressante. Même la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît la marge d'appréciation de chaque État dans la façon dont il a construit relation État-religion. C'est très lié aux idiosyncrasies nationales, aux histoires politiques et religieuses de chaque pays. Mais je soutiens qu'il y a une certaine européanisation dans les relations Église-État, religion-État en Europe, alors notamment à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais à travers le fait aussi que les sociétés européennes, avec leurs traditions nationales respectives, sont confrontées aux mêmes défis. Une pluralisation religieuse plus grande, avec notamment la présence de fortes minorités musulmanes dans différents pays d'Europe. Et le fait qu'il faut repenser la place et le rôle du religieux dans la sphère publique, notamment parce que la religion musulmane, mais elle n'est pas la seule, c'est aussi le cas de la religion juive et aussi les religions chrétiennes qui redécouvrent aussi leur rôle dans l'espace public. Il y a des questions qui se posent concernant la visibilité même du phénomène religieux. Parce que des pratiques vestimentaires différentes, des pratiques alimentaires différentes offrent plus de visibilité. On avait eu tendance à privatiser le phénomène religieux, à le rendre invisible. Et il y a eu effectivement
dans la période de l'aggiornamento, d'enfouissement du catholicisme et du protestantisme dans la sphère séculière, il y a eu une tendance à l'invisibilisation du phénomène religieux. Or aujourd'hui, avec notamment l'islam, mais les autres religions ont aussi compris que la séparation des religions et de l'État, ça ne signifie pas obligatoirement l'invisibilisation du religieux et l'absence du religieux de l'espace social public, non pas la sphère étatique, mais l'espace social public. Et il y a une distinction extrêmement importante à faire, et quelquefois il y a des confusions en France à ce sujet. L'espace public, il y a une différence à faire entre la sphère étatique, des institutions publiques, des agents publics, des activités de l'école, de la justice, des grandes institutions publiques, où là, il y a un devoir absolu de neutralité par rapport au phénomène religieux, et l'espace social, l'espace public de la société civile, qui est multiculturel, plurireligieux, et où là, les uns et les autres peuvent affirmer leurs convictions et vivent selon leurs coutumes, dans le respect des lois et dans certaines limites. Et donc, il y a eu quelquefois une tendance en France à vouloir laïciser la société civile au-delà même de la sphère étatique. Et ça représente une extension, en fin de compte, de la notion de laïcité qui pose question, car la laïcité, ce n'est pas promouvoir l'irreligion ou promouvoir l'enfermement du religion dans la sphère intime, dans la sphère privée, c'est le respect des libertés des uns et des autres. Et nous arrivons en Europe à une situation paradoxale. Il y a beaucoup d'Européens qui se reconnaissent dans aucune religion. Il y a des proportions significatives d'athées convaincus, en particulier en France, dans les différents pays d'Europe. Et en même temps, il y a un retour de religieux comme question, il y a un retour de religieux dans la sphère médiatique, il y a un retour de la question religieuse dans les débats publics, qui est un peu paradoxal par rapport au fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne déclarent plus avoir de religion. Mais la situation est d'autant plus passionnante à analyser dans sa complexité même, parce que les personnes qui se disent sans religion, on doit distinguer entre les sans religions croyants et les sans religions incroyants. Le fait de se dire sans religion ne signifie pas obligatoirement que l'on ne s'intéresse pas à la spiritualité, qu'on n'a pas de croyances religieuses. Et donc, il y a des croyants doutants, il y a des doutants croyants. Les frontières entre croyants et doutants ne sont plus aussi stables. C'est un peu la modernité liquide Bauman. Et donc, des appartenances moins sûres d'elles-mêmes, des non-appartenances aussi moins sûres d'elles-mêmes. Et donc, c'est à la fois des évolutions religieuses et des évolutions de la sécularité, de la manière de ne pas être religieux. Et toutes ces évolutions s'inscrivent, dans mon sens, dans mon analyse, comme un nouveau régime de modernité, ce que j'ai appelé donc l'ultramodernité, qui reconfigure le séculier comme le religieux, et qui représente, d'autres auteurs l'ont dit, comme Charles Taylor, un nouvel âge du séculier, un nouvel âge du religieux aussi, où paradoxalement, l'hyper-sécularisation de nos sociétés s'accompagne d'un retour de la religion comme sous-culture dans lesquelles se reconnaissent des hommes et des femmes qui vivent plus intensément leur religion, d'autant plus que l'environnement séculier n'est pas attestataire de la religion, et donc les religions se reconfigurent de façon plus affirmée, en revendiquant leur identité et leur place dans l'espace public et dans les débats sociaux. Merci bien, monsieur. Je vous en prie. Merci bien.